Très bien. Très bien. Voilà, très bien. On peut commencer. Baruch Hashem. C'était les diablotins. Comment? Oui, c'est magnifique. C'est les miracles de Jérusalem. Les miracles de Jérusalem. Chaim, je vous aime. Excusez-moi, je vous aime. Oui, d'accord, mais on s'aime de loin quand même, hein. On n'est pas des… Bien sûr. Bien sûr. Allez, on va y aller. 1, 2, 3. Voilà, mes amis, un grand plaisir de se retrouver avec Monsieur Ababou et Monsieur Drey, comme on a l'habitude de le faire et on continuera une fois par mois au moins. Et donc, on continue avec Monsieur Drey notre cours sur le mal dans le monde. On a déjà fait 2 cours sur ce sujet-là, ça sera le 3e cours. Et je fais juste une petite introduction. Il est clair que je pense, j'espère ne pas me tromper, que la grande majorité des hommes et des femmes partout dans le monde, et surtout en Israël, refusent d'ouvrir les yeux et refusent de prendre conscience que la situation devient de plus en plus terrible et qu'on va vers une période dont je préfère ne pas parler. Sans doute, évidemment, la guerre de Gog, qui sera d'une certaine manière la 3e guerre mondiale, en commençant par Israël. Comme je l'ai déjà mentionné de nombreuses fois, la guerre de Gog, ce n'est pas les Russes et les Iraniens, mais c'est les dirigeants américains avec les Iraniens. Et c'est eux qui vont nous attaquer. Et donc, bon, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, l'augmentation des prix, d'ailleurs, le Talmud l'avait dit il y a 2000 ans, vous vous rendez compte que nos maîtres avaient déjà prévu il y a 2000 ans, et ils le disent clairement à la fin du traité Sanhedrin, qu'il y aurait une augmentation des prix dans le monde entier, et surtout en Israël, juste avant la délivrance finale. Ils font tout pour nous tuer, ils font tout pour nous appauvrir, et bien sûr, c'est un complot au niveau des forces obscures qui se cachent derrière les dirigeants, dont les dirigeants ne sont que les outils entre les mains de toutes ces forces obscures. Et donc, on va vers une situation qui n'est pas du tout évidente. D'après ce que l'on comprend, le Covid est en train de revenir aussi. Ils sont maintenant en train de créer de nouvelles variantes. Enfin bref, la situation n'est pas facile du tout. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes dans le monde qui vont prendre conscience qu'on est véritablement manipulé pour devenir des moutons et des esclaves au service des grandes puissances. Mais on ne va pas se laisser faire. Comme je ne sais plus qui disait, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Et puis, bon, c'est sûr que si on meurt debout, on va s'embêter dans le Gan Eden. Mais bon, on attendra Triatamétine pour revenir dans le corps. Mais en tous les cas, je vous cède la parole, mes amis. Et allez, Narshon, rentrez dans l'eau et noyez-vous jusqu'à ce que la mer s'ouvre. Allez-y. Voilà. Puisque, bonsoir Rav d'abord. Voilà. Bonsoir, Rav. Et toujours avec le même plaisir de partager nos points de vue et de faire partager un plus grand nombre également d'un message qui vient de Jérusalem, n'oublions pas. Et juste une petite remarque avant de commencer, c'est, comme vous avez dit, évidemment, moi, j'ai toujours eu à l'esprit que ce grand conflit de la guerre de Gog et Magog, comme beaucoup d'ailleurs de rabbins, c'était l'ennemi était la Russie qui attaquerait à la fin des temps Israël, Gog étant la Russie. Et je me référais à ça en ce sens que le Zohar parlait à la fin des temps d'une guerre entre Édom et l'Iran. Donc je ne voyais pas Édom attaquer. Mais par contre, effectivement, Fabien Moshe m'a parlé de vos entretiens, j'ai écouté également ce que vous disiez, et on est interpellé par le rôle des Américains depuis pas mal de temps déjà, et si on remontait même à la Deuxième Guerre mondiale, dans les secrets de ce financement des partis nazis, donc on a les éléments, les clés. On sait que ce sont les dirigeants américains qui ont financé Hitler. Bien sûr. Et je tenais à vous dire aussi que maintenant j'en ai la preuve absolue.
Hitler ne s'est pas suicidé, c'est faux, c'était un sosie à lui. Hitler a été récupéré par la CIA et a vécu jusqu'à la fin de sa vie en Amérique, le plus peinard possible. Et en vérité, Hitler ne s'est pas suicidé, il a été récupéré par la CIA comme des centaines d'autres nazis qu'on a amenés en Amérique. Je vais même ajouter quelque chose de plus précis. Ce n'est pas des centaines, c'est des milliers. Puisque je vais vous dire une chose qui m'a laissé confondu, c'est que quand l'Allemagne a obtenu de la France, parce qu'il y avait un veto des Anglais et des Français, la reconstitution de l'armée allemande dans les années 56, quand il y avait Adenauer au pouvoir en Allemagne, et ils ont été très embêtés puisqu'ils ont eu 400 000, écoutez bien le chiffre, 400 000 anciens SS qui ont voulu être intégrés dans l'armée allemande. 400 000 anciens SS. Ça veut dire que le cancer néo-nazi, il a perduré jusqu'à nos jours et il n'a pas disparu du tout. Et la seule chose que je voulais dire, qui confirme cette interrogation que j'ai eue, mais qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est que toutes les négociations de Vienne, vous savez très bien que c'est du cinéma comme moi, mais Dieu nous a fait un clin d'œil quand même, puisque en fait elles se déroulaient, où ces négociations, elles se déroulaient place Herzl, à l'hôtel préféré où descendait Adolf Hitler, à Vienne. Alors, on ne peut pas faire mieux. Et cette place s'appelle place Herzl. Place Herzl. Wow. C'est-à-dire que les négociateurs et les diplomates n'avaient même pas conscience que c'était simplement un plan de l'histoire qui se déroulait et qui était ni plus ni moins, comme vous le disiez, la continuité de ce qu'avaient fait les partis démocrates, les Américains, depuis qu'ils avaient financé ce nazisme. Mais on le savait par les cours qu'on avait donnés déjà, à savoir que la Première Guerre mondiale, c'était pas déjà un QDC, c'était déjà eux, quand je dis eux, c'est pas l'Amérique profonde, le citoyen lambda, c'était les milieux de la finance, les milieux de la finance. Et justement, à partir du moment de la création de la Fed en 1913, l'année suivante, les marchands de canons, le complexe militaro-industriel, finance, marchands de canons, se sont mis en place pour organiser ce festival et cette grande boucherie en diffusant des crédits astronomiques que les nations ont dû assumer et des pertes colossales. Mais ce qui est terrible, c'est que, en fait, ils ne se sont pas justement contentés de ça. C'est que le traité d'armistice de 1918, à la Rotonde, et le traité de Versailles, était déjà le germe du deuxième. Pourquoi? Parce que les manipulateurs de ce plan savaient qu'en imposant à l'Allemagne des dettes qui n'étaient même pas envisageables de rembourser, ils créaient les conditions d'un marasme qui allait amener justement cette montée. Et cette montée du néonazisme était en même temps financée par la haute finance des États-Unis. Voilà. Alors, est-ce que je peux, Rav, avec votre accord, intervenir un tout petit peu là? Les avoirs d'or des pays, notamment en Allemagne, étaient vraiment extrêmement réduits à ce moment-là. Les Américains avaient, si vous voulez, financé l'économie allemande avant la guerre de 14-18 par un taux d'intérêt extrêmement bas. Et les dépôts américains en Allemagne étaient extrêmement élevés parce que, tout simplement, les taux d'intérêt en Allemagne étaient, malgré qu'ils étaient bas, ils étaient beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis. Donc, c'était très intéressant, n'est-ce pas, aux Américains d'investir, notamment aux grandes firmes multinationales, d'investir en Allemagne que d'investir et de placer son argent aux États-Unis.
Donc, à partir du moment où il y a eu cette guerre, les rapatriements de capitaux ont commencé. Elles se sont énormément aggravées pendant l'entre-deux-guerres, notamment avec la crise de 1929-1930, où là, véritablement, les entreprises, les sociétés américaines ont rapatrié leur argent et l'épargne publique des ménages américains, qui était en bonne partie, pas seulement bien sûr, en bonne partie en Allemagne, ont été rapatriés aux États-Unis d'Amérique, si bien que les banques allemandes se sont retrouvées sans liquidité et avec un stock d'or infiniment amoindri. Donc, il faut comprendre qu'au niveau technique, vraiment, il y avait un processus d'endettement déjà de l'économie allemande par rapport à l'économie américaine et par rapport à l'économie, entre guillemets, mondiale, qui était absolument, absolument gravissime. Et d'ailleurs, Hitler, dans ses discours, il ne parlait jamais d'inflation. Vous savez, il ne parlait jamais de tout ça parce qu'il savait très bien que s'il parlait d'inflation et s'il parlait d'endettement, etc., il n'arriverait jamais au pouvoir. Parce que l'Allemand moyen de cette époque-là a été extrêmement touché par un chômage abusif, mais incontrôlable, et surtout par tout simplement une inflation galopante qui dépassait par jour, par jour, Chaim, 1000%. À un moment donné, je ne sais pas si vous en s'en rendez compte, 1000%. Les gens mouraient de faim dans les rues. Arrive un sauveur, il marche mot, d'accord, Hitler, en disant on va. Mais il ne parlait jamais de l'inflation parce qu'il savait très bien que cela touchait la mémoire populaire allemande et cela risquait tout simplement de l'empêcher d'arriver au pouvoir. Bien sûr. Et ce qui est juste une phrase avant de laisser la parole à M. Drey. Le jour où on découvrira tout ce qui se cachait derrière Hitler, je crois qu'on risque de faire une crise cardiaque. Enfin, c'est une plaisanterie, bien sûr, c'est une blague ashkénaze, ne vous inquiétez pas. Mais on risque de faire une crise cardiaque parce que Hitler était la poupée entre les mains des dirigeants américains. Absolument. C'était la poupée des dirigeants américains. Mais en fait, Rav, si le couvercle de la marmite ne saute pas un jour, ce sont des secrets cachés, puisque il faut savoir que des grandes multinationales gérées par Rockefeller avaient mis dans les années 46 des capitaux pour que les livres scolaires aient une interprétation complètement différente de la Deuxième Guerre mondiale. Et qui avait également investi pour une réécriture de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une version qui allait dans le sens des intérêts de ces élites. C'était la Standard Oil. La Standard Oil, c'était les majors au service de Rockefeller. Voilà. Donc, on a aujourd'hui une pieuvre qui est financière. C'est pour ça que toute réforme du système n'est pas difficile, il est impossible, dans la mesure où c'est la finance internationale qui dirige la manœuvre, qui a mis des élites en place à leurs bottes, et avec un relais également de multinationales et de transnationales qui ont des sièges on ne sait pas où elles sont gérées, elles échappent à l'impôt. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Europe, dans l'Europe occidentale, il y a 100 milliards, quand on dit que les États sont endettés, sont 100 milliards d'euros qui échappent à l'impôt. Alors, qui c'est qui peut payer tout ça quand on sait qu'on a aujourd'hui des taux de chômage de millions de chômeurs? Donc, on le voit très bien, la logique d'un système comme ça ne va que vers l'effondrement. Bien sûr. Alors, je reviens juste un mot pour que je ne perde pas la cohésion de ma pensée. C'est que je vous avais cité la doctrine de ce qui ont été les pères de l'économie américaine et de la direction politique, John Adams, deuxième ou troisième président des États-Unis, 1745, je crois. Non, 1750, 1826. Non, l'Amérique a été créée en 1776. Oui, alors c'est un peu plus tard. Un peu plus tard, mais c'est le deuxième ou le troisième président. Oui, 1845. Il est décédé en 1826, ça j'en suis sûr.
c'était cette règle qui avait été dénoncée et qu'on vit aujourd'hui. C'est le fil conducteur de l'histoire contemporaine de la finance vis-à-vis des nations. Nous dirigerons par la dette ou par l'épée. La dette, vous le savez, nous a amené aujourd'hui dans des situations où on frise l'esclavage de l'humanité. La dernière cerise sur le gâteau, c'est ces technologies qu'on veut mettre en place d'argent numérique, de manière à pouvoir cibler et contrôler des populations entières. Et en fait, comme nous aboutissons à un mur aujourd'hui où ils ne peuvent pas beaucoup plus avancer, le mur, c'est qu'ils n'avaient pas prévu que la Russie ne céderait pas si facilement la partie. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui avec l'Ukraine. C'est un conflit entre Poutine et une alliance. Une alliance, quelle alliance? L'alliance dans la finance internationale, avec ces valets qui ont été mis en place en France, partout, en Italie, Mario Draghi qui dirigeait l'Europe, c'est-à-dire en fin de compte cette Europe qu'ils ont mis en place, c'est un conseil dirigé par des gens qui n'ont jamais été élus. Donc, en fait, des décisions politiques gravissimes qui sont prises au-dessus des parlements nationaux et les peuples sont blousés complètement. Et ils se découvrent aujourd'hui avec une logique industrielle et commerciale depuis ce que Giscard d'Estaing avait vendu, le pétrole vert de la France et tout, c'est-à-dire on va vendre de la matière grise, mais où on va mettre tous les chômeurs. En fait, il faut savoir, et je vous l'avais dit, qu'il s'était déplacé aux États-Unis pour retirer sa carte du Bohemian Club, qu'il avait payé 25 000 $. Or, le Bohemian Club, une fois par an, se réunit pour la soirée de Molor. Non, mais c'est au XXe siècle, soirée de Molor, où on fait sur un petit lac artificiel courir un berceau et on l'incendie, puisque le culte de Molor, c'était de brûler, de porter en offrande des enfants. Oui, c'était de brûler les enfants, oui. Alors, vous voyez bien jusqu'où remonte le problème. Alors, la vérité aujourd'hui, c'est que on arrive à l'impasse finale et que, par rapport à ce que a dit John Adams, la dette, on a inondé la planète d'argent qui n'a aucune valeur aujourd'hui, de papier-monnaie qui est sans valeur, il ne reste plus que l'épée pour faire avaliser au peuple que, en fin de compte, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe au niveau financier, mais c'est la conjoncture géopolitique avec l'Ukraine qui engendre des problématiques d'inflation. Mais l'inflation, tous les économistes, et il faut bien le dire, ça fait des années qu'ils alertent, avant même le conflit d'Ukraine, de produire des masses monétaires pareilles, des planches à billets sans contrepartie. Attendez. Ce que dit Louis, c'est tout à fait juste. Rahim, l'inflation existe depuis très très longtemps. Il s'agissait, comme j'ai dit l'autre fois, d'une inflation rampante. Maintenant, le coût de la vie a peu de rapport avec l'inflation, contrairement à ce qu'on pense, n'est-ce pas? Contrairement à ce qu'on pense, a peu de rapport. Le coût de la vie, c'est la conséquence, entre autres, parce que c'est très compliqué, c'est pas en quelques secondes qu'on va parler de ça, mais entre autres, la conséquence d'un processus d'ultra concentration. C'est la concentration, la monopolisation de la production, la monopolisation de l'information, la monopolisation de la demande qui fait que, en fait, le petit consommateur moyen, eh bien, ne va suivre que tout simplement l'ensemble. Son identité économique n'existe plus. Ça sera un pion, comme je l'ai dit autrefois, ça sera un homo economicus que voulaient mettre en place les économistes Chaim au XIXe siècle. Ils pensaient, ils rêvaient de cet homo economicus, un personnage robot qui se réveille le matin et qui va manger exactement tant de grammes de beurre, et un consommateur point final, c'est-à-dire un esclave. Et je voudrais dire quelque chose de très important. Je ne suis pas marxiste. Si j'étais marxiste, je l'aurais dit, je n'aurais pas eu peur. Je ne suis pas marxiste. Mais Karl Marx avait dit dans le Capital quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement présent. Il a dit qu'à la fin des temps de l'histoire, bon, je vais très vite, en quelques secondes, évidemment, ceux qui connaissent Karl Marx vont me dire il va trop vite. Bon, je vais très vite.
eh bien, il y aura un phénomène de concentration qui vont détruire les PME, PMI, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, à partir de son temps, c'est-à-dire à partir du 19e siècle, et progressivement ne resteront que quelques-unes. Hein? Il appelait ça les requins. Les requins. Et quelques requins vont dominer le monde entier. Et à partir de ce moment-là, les requins se mangeront entre eux, se battront l'un contre les autres. Et c'est ça le devenir de l'humanité. Ça, c'est Karl Marx. Bon, je vais évidemment en quelques secondes, très vite. Mais il avait ajouté quelque chose, Karl Marx, et ça s'avère prophétique. Ça va dans le sens de ce que dit Fabien Mosché. Il avait dit, nous vendrons à crédit la corde avec les capitalistes qui se pendront avec cette corde. Ils se pendront avec la corde que nous leur vendrons à crédit. Parce que même la corde, il faudra qu'il achète à crédit. C'est-à-dire que ce sera la ruine du système. Alors, je voudrais juste, avec votre accord, encore 2 secondes. Hein. Karl Marx avait parlé de l'aliénation. L'aliénation de l'homme par l'homme, d'accord? Par l'exploitation, on est témoin du travail. L'ouvrier possédant sa force de travail, je vais très vite, et le capitaliste possédant sa force du capital. C'était 2 forces, force du travail contre force du capital. Or, dit Karl Marx, le capital sera dominant par rapport au travail. C'est-à-dire que la force du travail qui est intrinsèque, qui appartient aux travailleurs, sera louée, entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle la plus-value capitaliste, sera louée par le salaire. Hein, il faisait la différence entre salaire réel, salaire constant. Bon, ça, c'est pas ici qu'il faut parler de ça. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'ouvrier va comprendre qu'il est attaché à son patron, il est aliéné à son patron, parce que s'il ne travaille pas, il n'aura pas de quoi manger. S'il n'a pas de quoi manger, donc il va mourir. Donc, en fin de compte, il va y avoir une sorte de force, de conurbation de force, qui fait que l'ouvrier va être content de travailler et de gagner si peu. Parce que tout simplement, il va participer à ce système d'esclavage, dit Karl Marx, jusqu'à son propre effondrement. Et alors, comment vous voyez que… C'est ce qu'on vit aujourd'hui, Raph, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, mais comment vous voyez que va-t-il y avoir un réveil au niveau des peuples? Va-t-il y avoir une révolution? Va-t-il y avoir une prise de conscience? Alors, on l'a déjà dit. Alors, d'abord, Louis, une minute. D'abord, ce qui est très important, encore une fois, de saisir. Nous sommes aujourd'hui à la fin de ce cycle que Karl Marx avait décrit déjà, n'est-ce pas, dans les années 1848. Hein, par exemple, dans le manifeste du Parti communiste. C'est pas rien, Karl Marx, c'est pas rien. Il avait compris beaucoup de choses. Bien entendu, je répète, je ne suis pas marxiste, mais il faut connaître qu'est-ce que c'est que la pensée de Karl Marx. Et la pensée de Karl Marx était vraiment, quelque part, un peu, même beaucoup, prophétique. Il avait annoncé ce qu'on vit maintenant. Le processus d'aliénation sera universel. Et aujourd'hui, on n'aura plus que des moutons, il ne parlait pas comme ça, mais presque, n'est-ce pas, où l'homme sera complètement dépossédé de sa nature humaine intérieure, de manière à ce que son intériorité et son extérieur sera séparés, et à partir de ce moment-là, ça ne sera plus qu'une chose. Et c'est ça, c'est pour cela que Karl Marx a dit, le capitalisme est extrêmement dangereux. Il faut développer un processus révolutionnaire que Lénine appellera après, c'est pas Karl Marx qui a dit ça, c'est Lénine, la dictature du prolétariat, n'est-ce pas, dans son livre Que faire, en 1919, ça c'est Lénine, mais Karl Marx a bien expliqué, Rav, ce qu'on vit aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que personne ne le sait, on n'en parle jamais de ça. Alors qu'on peut faire des émissions formidables sur l'aliénation selon Karl Marx et surtout selon Hegel. Karl Marx, juste pour finir, parlait que, en fin de compte, tout est économique, tout est social. Hegel dit non, il y a une idée au-dessus de cela. Et Hegel parlait d'Hachem, il parlait de Dieu. Karl Marx avait refusé l'intervention de Dieu dans l'histoire. Karl Marx disait que tout simplement, ce qui fait la révolution économique, la révolution sociale, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est la brutalité entre les classes sociales. C'est la lutte des classes. Voilà, je m'arrête là. Mais c'est ça qu'il appelait le développement de l'histoire par le matérialisme historique. Voilà. Mais il faut souligner quelque chose qui est fondamental. Si ce marxisme a touché l'âme des peuples au niveau de cette diffusion de cette pensée marxiste, c'est que derrière la pensée, il a eu un rôle prophétique
il a eu un rôle de prophète. Or, peu de gens le savent, mais Karl Marx s'appelait Mordechai Lévi. Mordechai. Mordechai Lévi. Ah, c'était un Lévi? C'est un Lévi. Et la conversion et les papiers en règle pour le passer à ce changement de nom, Marx, se sont faits à Bayonne. Car le frère de son père s'appelait Shmuel Mordechai Lévi. Donc, c'est un juif qui a coupé avec la synagogue de l'époque, mais qui en fait a représenté une époque, l'époque contemporaine qu'on a vécue, d'un messianisme sans Dieu. Et en fait, nous aboutissons à quoi aujourd'hui? À une impasse totale, parce que le messianisme sans Dieu n'a pas marché. On voit le délitement de toutes les valeurs morales qui nous interpellent, nous en tant que juifs, sur des repères historiques qu'on a vécu, par exemple, à Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire les idolâtries, la perversion des mœurs, tout ce qui s'ensuit. Et c'est maintenant, ce que disait Manitou, à l'échelle macrocosmique. Mais ce processus pernicieux, on va dire, a été quand même inoculé par ces forces du serpent qui sont, il ne faut pas perdre de vue le serpent, il s'habille de différentes manières, mais ce serpent s'est infiltré dans la finance américaine, dans une oligarchie, c'est cette tête de pieuvre qui dirige la planète aujourd'hui et qui voulait justement arriver à ce stade-là, puisque la création de l'Europe, de ce marché commun européen, devait se faire sur la base d'une destruction des identités des peuples. Et d'où ça venait? D'où ça venait ça? Ça venait d'un certain Richard Koudnov-Kalergi, qui avait créé en 1922 en Europe le parti pan-européen, et les Américains avaient trouvé ça très, très, très intéressant. Ils avaient eu d'ailleurs 2 représentants qui se sont accaparés et qu'ils ont formé à Yale, qui était l'université où on forme les élites américaines de l'État profond. C'était Jean Monnet et Robert Schuman. Mais parmi l'équipe de fondateurs, vous avez, je vais vous surprendre, vous avez un nazi qui s'appelait Walter, qui représentait l'Allemagne, Walter Holstein, ancien nazi. La même chose que quand on a dénoncé le scandale à l'ONU de la présence de Kurt Waldheim. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une compréhension officielle et une compréhension secrète, l'État profond. Aujourd'hui, l'élément fondamental de rayonnement de cet État profond, c'est l'ONU. Et c'est pour ça qu'il vénère un certain Comenius en délivrant des médailles de lui, puisque Comenius voulait une monarchie universelle, mais sans Dieu. Ça se rattachait à la gloche. Le premier qui a commencé, c'était Nimrod. Et voilà. Et le Hari Akadosh dit que tous les dictateurs bibliques reviennent juste avant la délivrance finale pour dominer les peuples et nous transformer en esclaves. Et vous l'avez bien expliqué vous-même dans tous vos cours, qu'en fin de compte, là, on détaille un peu plus, on matérialise un peu plus les événements contemporains, mais en fait, vous l'aviez expliqué à une autre dimension, que le projet dans lequel l'humanité était embarquée aujourd'hui, c'était ce qu'on avait vécu au départ, c'est-à-dire un projet nimrodien. Bien sûr. Et Nimrod se trouve dans la direction de l'Amérique, ça c'est sûr et certain. Et malheureusement, on sait comment le projet de Nimrod par la tour s'est effondré, c'est des schémas, bien entendu, mais c'est comme ça. Tout est en train de se disloquer. Et vous aviez évoqué la dernière fois d'ailleurs le rôle, on a parlé du dollar, mais il y a eu aussi, avant le dollar, parce qu'il marche comme des larrons au foire, la livre sterling. La livre sterling, vous avez dit, mais est-ce que vous savez que la famille d'Angleterre? Mais oui, on le sait. La famille d'Angleterre, c'est les dirigeants de la franc-maçonnerie mondiale. C'est le cœur des rituels maçonniques, la franc-maçonnerie de rite écossais et compagnie. Et par contre, très intéressant, c'est que dollar a la même valeur numérique que Amalek.
Exactement, 240. 240. Et par contre, il y a quelque chose que peu de gens savent, c'est qu'il y a une séparation des pouvoirs, à savoir qu'en Angleterre, si la couronne a quand même un rayonnement au niveau maçonnique, au niveau de la haute finance, c'est la City. Et la City, elle est représentée également dans la franc-maçonnerie. Par qui? Par 300, on les appelle le comité des 300. C'est les chevaliers du cercle d'or. Le comité des 300. Alors, quand vous savez que leurs pouvoirs s'étendent jusqu'au Vatican, puisque Jean-Paul II a reçu le comité des 200. Qui est le comité des 200? C'est la trilatérale américaine. C'est toutes les élites multinationales, finances et compagnie. Il les a reçus. Alors, personne ne s'est amusé à dévoiler l'excuse, mais qu'est-ce que pouvait faire le pape avec les 200 représentants de la trilatérale? C'est que, en fin de compte, il y a une synergie dans la direction politique du monde qui passe également par le Vatican. Et on a eu cet éclat en 1982, vous vous en souvenez, quand il y a eu l'affaire de la banque Ambrosiano, où le Vatican était embourbé jusqu'au cou avec sa banque Lior, qui vendait des exocètes à l'armée argentine. Bien sûr. Voilà. Alors, en fin de compte, c'est une oligarchie qui dirige aujourd'hui le monde. Cette oligarchie, même si elle travaille… Et qui veut la guerre en Ukraine. Ah oui, puisque c'est la dernière phase, l'épée de John Adams. La problématique de la finance est arrivée à un tel stade aujourd'hui, parce que l'inflation, vous le voyez, on n'a rien encore vu. Parce que, imaginons que ça fait des années que la planche à billets fonctionne sur un casino où, en fin de compte, on joue avec des faux billets. Et maintenant, même la Banque européenne est rentrée dans le jeu ces dernières années. Je crois que l'année dernière, elle a émis pour 80 milliards d'euros également de façon… Vous avez un exemple. Quand vous voyez, et c'est une grosse pointure, Mario Draghi, qui est démissionnaire du gouvernement italien, beaucoup d'éditorialistes se sont posé la question en se disant l'Italie n'est pas loin également de la sortie de l'euro. C'est l'implosion du marché de l'euro. Elle a un endettement global, je vais très vite, en quelques secondes, de 150%, 150% du PIB. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque Italien qui produit, tout cela, normalement, passe au remboursement de la dette. Je ne sais pas si on rend ce qu'on appelle au service de la dette, ce qui est absolument impossible, parce que l'Italie a besoin de vivre. Il y a des millions et des millions de personnes qui ont besoin de recevoir un salaire. Vous comprenez, Chaim? Et donc, les 150% en France et 120%, ce qui est déjà énorme. Quand je pense que Keynes disait pas plus de 5%, on est à 125% à peu près en France. En Allemagne, c'est aussi la même chose. Il ne faut pas croire que l'économie allemande est solide, ce n'est pas vrai. L'économie allemande est très, très endettée. Et l'économie américaine, n'en parlons pas, chaque Américain est endetté à vie, je l'ai dit l'autre fois. Aujourd'hui, la dette américaine, elle est incompressible, on ne peut pas la rembourser. Donc, il y a une course à la guerre. Hein? Alors, donc, ça veut dire que les difficultés économiques vont amener à la guerre. Ben, c'est ce qui s'est passé en 1930, Ram. Oui. C'est ce qui s'est passé en 1930. C'était les deux phases de la stratégie de John Adams. On est au stade aujourd'hui l'épée. Quand vous apprenez aujourd'hui, et c'est ce que je craignais que ce conflit s'étende sur l'Europe, que la Pologne, qui se sait la prochaine cible si ça dérapait, vient de passer commande à la Corée du Sud de 900 chars et je ne sais pas combien d'avions, et donc un arsenal fantastique. Pourquoi? Mais financé par qui? Financé par la planche à billets. Voilà, financé par quoi? Puisque l'Amérique n'a pas un sou, l'Europe n'a pas un sou, c'est financé par de la monnaie de sage, c'est-à-dire de la monnaie qui n'a aucune contrepartie. La situation est très grave. Bien sûr. De toute façon, le capitalisme a scié la branche sur laquelle il était. Moi, je n'avais pas fait les études aussi approfondies que Fabien au niveau économique, mais déjà, en 1974, on me disait, tu es un peu pessimiste quand même. Je m'amusais à me promener dans les euromarchés, dans les carrefours,
et regardaient les étiquettes, où c'était produit. Mais il y avait une question qui me venait à l'esprit. Mais j'ai dit, mais OK, leur slogan publicitaire qui inonde les chaînes de radio, c'est on lutte contre la vie chère. Mais en fait, c'est de la destruction d'emplois. Puisque pour faire venir des importations massives de ces multinationales, comme Ikea, aujourd'hui en Israël, quand je suis arrivé à 38 ans, il y avait des petites PME de menuiserie. Il n'y en a plus. Il n'y a plus. Parce qu'en fin de compte, ce sont des centres d'écoulement de produits de consommation qui viennent d'où? De pays à faible coût de main-d'œuvre. Mais eux qui revendent à des prix du marché. Seulement, quel est le dindon de la farce? C'est qu'entre-temps, on a supprimé les emplois. Le consommateur. Et Carrefour veut s'installer en Israël maintenant. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je suis très réservé quand je vois que on annonce prochainement une chaîne hollandaise qui s'appelle Spar, Carrefour. Alors, je dis à Fabien, de toute façon, le modèle qu'on a suivi, et on sait pourquoi, vous et moi, pourquoi Israël a suivi cette route, parce qu'en fin de compte, elle est aux ordres de l'État profond. C'est évident. On l'a vu pour les vaccins et on l'a vu pour tout le reste. Israël, laboratoire du monde pour les vaccins de combat. Il y avait de quoi se faire de rire. Mais bien sûr. Lumière, il devait dans le projet de Dieu, lumière des nations, on devient des cobayes, alors qu'il y avait des lois Nuremberg qui interdisaient des expériences médicales. Bien sûr. L'obscurité des nations, aujourd'hui, on est. On n'est pas la lumière des nations, mais l'obscurité des nations. Aujourd'hui, oui. Oui. Et je suis arrivé à la même conclusion. C'est en fait des combattants de la lumière des nations que Israël finira par se réveiller, en espérant que le réveil ne sera pas trop douloureux, vu les nuages qui s'annoncent. Vous savez que de toute façon, le Zohar dit qu'avant la délivrance finale, la majorité en Israël sera le Erev Rav. C'est ça. Les dirigeants, c'est tous du Erev Rav, ce n'est pas des juifs. Et une grande partie du peuple, c'est du Erev Rav. Mais au sein du peuple juif, Rav, vous vous rendez compte, j'ai envoyé ce matin un article à Fabien Mosché. Aux États-Unis, la communauté juive, on savait que l'assimilation était importante et tout, mais ça va beaucoup plus loin que l'assimilation. C'est la haine d'Israël. Un quart des juifs américains taxent l'État d'Israël d'État d'apartheid. Un quart des juifs américains. Et je sais bien, c'est tous les libéraux, les réformés et les démocrates. Bien sûr. Qui détestent les juifs et détestent Israël. Les impérialistes donnent la clé. Voilà. Parce que de toute façon, ils se sont tellement assimilés qu'ils sont américains avant d'être juifs. Et ce ne sont pas des juifs, de toute façon. Ils sont plus juifs. Ils sont plus juifs, d'ailleurs. Absolument. Bon, Rav, pour finir, donnez-moi une seconde de conclusion. Oui. Encore une fois, il y a quand même ce Or Haganous, cette lumière intérieure, Baruch Hashem, qui existe chez les non-juifs et une partie d'Israël. Cet Or Haganous va, encore une fois, se réveiller, va s'allumer. Il va y avoir donc une sorte de, certainement, évidemment, on ne connaît pas les dates, mais à la rentrée, ça risque d'être très très chaud, hein, un peu partout dans le monde, d'abord en Europe, parce que tout simplement, les peuples vont se réveiller. S'il fait très froid, parce qu'il y a une stratégie, d'accord, de la faim, il y a une stratégie énergétique, il y a une stratégie des médicaments, il y a une stratégie de la consommation. Tout ça, ça rentre pour appauvrir le peuple, de manière, mais il va y avoir un moment donné où ceux qui sont véritablement des combattants vont se réveiller en disant on n'en peut plus, on ne veut plus tout ça. Et c'est ça, si vous voulez, qui va entraîner l'armée qu'on appelle l'armée du Mashiach, l'armée du Messie. Je peux me permettre juste une petite chose. Oui, allez-y. C'est que Fabien avait évoqué tout à l'heure la crise de 29. Mais je tenais à spécifier, parce que ça c'est encore une réécriture de l'histoire, c'est l'histoire secrète d'État profond. C'est les milieux financiers de cette nébuleuse des banques américaines qui a créé de toutes pièces la crise de 29 en provoquant l'effondrement du prix des valeurs et un enrichissement sans commune mesure de quelques initiés qui avait provoqué cette crise pour acheter tout ce qui était effondré à des prix. Et évidemment, les cours se sont remontés et c'était des enrichissements phénoménaux. Voilà. Donc c'est une immense manipulation.
avec autre chose également très important. Il faut savoir, et c'est très secret, c'est un journaliste en France qui est très écouté, il s'appelle Jovanovic, qui a écrit un livre qui s'appelle 666. Et il a donné toutes les sources comme quoi la CIA a déménagé l'or des principales banques centrales européennes vers les coffres des États-Unis. Je suis resté bête. Bien sûr. Quand vous pensez, Rav, que cette révolution marxiste, elle a été fomentée comme à la lumière de ce que je vous avais dit précédemment par Adam Benchoff avec la Révolution française. La Révolution française est un banc d'essai, mais la Révolution russe, elle a été également fomentée. Il faut savoir Bien sûr. que Léon Trotsky, il a été formé avec des milices aux États-Unis et réexpédié en Russie pour provoquer le chaos qu'on a vu, la prise du palais d'hiver et tout ce qui s'ensuit, du gouvernement Kerensky et compagnie. Oui, après, il s'est enfui en Amérique du Sud parce qu'on voulait. Après, oui. Mais je vais vous étonner, et ça montre la collusion. C'est que entre 1918 et 1922, 600 millions de roubles or ont été transférés des banques de Russie vers les États-Unis. Voilà. Ça veut tout dire. Le jour où on comprendra tout ce qui se cache derrière cette pourriture de monde, je crois qu'on va faire tous une crise cardiaque parce qu'on va en apprendre tellement, c'est terrible. Est-ce que je peux vous donner, pour finir, en ce qui me concerne, pour conclure, une petite anecdote? Oui. Nous sommes en 1928-29. Ce monsieur qui était un grand antisémite, qui s'appelait Henry Ford, qui faisait partie de la fédération antisémite américaine, n'est-ce pas, avec des gens comme Walt Disney, par exemple, eh bien, il se promenait à New York, et à l'époque, il y avait des cireurs de chaussures. Il a donné ses chaussures à cirer, et le cireur de chaussures lui a expliqué que la bourse va s'effondrer, etc. Il a été extrêmement, alors qu'elle était très élevée, il a été extrêmement touché en disant si un homme de rien du tout, un homme du peuple, dit que ça va s'effondrer, alors ça va s'effondrer. Il rentre dans son bureau, il réunit ses cadres supérieurs, les cadres supérieurs l'ont pris pour un vrai fou, il a dit je vends tout. Il a sauvé l'entreprise Ford à ce moment-là. Tout le monde lui disait mais enfin, ça n'allait pas de monter, je vends tout. Regardez comment ça se passe. Oui. Bon, écoutez, mes amis, votre intervention était vraiment extraordinaire. Et pour conclure, d'une manière, on va dire, un peu plus thoraïque, le Zohar explique à de nombreuses reprises que juste avant la délivrance finale, la seule chose qui nous tiendra, c'est la Emouna. Mais la Emouna dans le sens authentique, pas je crois en Dieu et je suis un religieux, quoi. Non, la Emouna dans le sens tel que le Zohar l'explique, être capable de comprendre que derrière toute l'obscurité qui commence à envahir le monde, se cache en vérité, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, le Or HaGanuz, la lumière cachée. Comme on le sait, le Or HaGanuz se cache dans l'obscurité. Le Zohar n'arrête pas de le dire, surtout dans Sefer Bereshit, que le Or HaGanuz est dans l'obscurité. D'ailleurs, on le voit dans le premier verset, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad, l'unité entre la lumière et l'obscurité. La lumière étant l'intériorité de l'obscurité. Donc, je crois qu'on n'est qu'au tout début du chemin et on ne sait pas encore ce qui va se passer, les guerres, la chute économique, des millions d'hommes et de femmes qui n'auront plus de quoi manger d'ici quelques temps. Et il faut se renforcer dans une émouna inimaginable de comprendre que cette obscurité cache en vérité la lumière de la délivrance. Comme on le voit, toute la ligne de la délivrance est venue d'un inceste entre Lot et ses filles, d'une prostitution entre Yehuda et Tamar. Et la question est pourquoi Hachem a voulu que le processus de la délivrance se cache derrière des abominations pareilles. Le Ramchal dit, excusez-moi Rab, je vous interromps, excusez-moi, le Ramchal dit, Chaim, que pour pouvoir atteindre la lumière, il est absolument fondamental de passer par toutes les phases d'obscurité. Et au cours de ces phases-là, le Ramchal dit dans Da'at Vunot, il faut descendre pour pouvoir arriver à la lumière. Donc, la conclusion est, mes amis, que plus l'obscurité va commencer à envahir le monde,
et plus on doit avoir cette émouna absolue de savoir que Dieu cache dans cette obscurité tout le ta'alir, tout le processus de la délivrance finale. Et comme il est dit sur le Mashiach, Ish Tsemar ou Mitartav Yitzmar, un homme qui viendra de tout en bas. Et je m'excuse de le dire, mais j'en ai la certitude absolue, dans les premières années, le Mashiach sera un Chiloni Gamour, qui mangera du jambon beurre et des crevettes. Après, il fera une teshuva inimaginable, parce qu'il est dit, Mitartav Yitzmar, il va venir de tout en bas. Il va faire une teshuva inimaginable et il va monter pour devenir finalement le plus grand de tous les hommes depuis le début de l'histoire. Mais ça ne sera pas un rabbi, ça ne sera pas un tzaddik au départ, comme malheureusement la majorité des juifs n'arrêtent pas de dire le rabbi, le tzaddik, le rab, etc. Et tout ça, c'est l'opium de la religion, comme disait Marx, la religion c'est l'opium des peuples. Non, ce n'est pas Marx qui disait ça, Rab, excusez-moi, c'est Babeuf. Marx a repris une expression de Babeuf. Excusez-moi, pardon. Très bien, excusez-moi alors. Donc, en tous les cas, la religion, c'est l'opium des peuples. Aujourd'hui, notre peuple est dirigé par la religion. La Torah n'existe pratiquement plus. Et d'ailleurs, on doit donc encore une fois se renforcer, ne pas avoir peur de l'obscurité qui commence à recouvrir le monde et de savoir que la lumière de la délivrance est cachée dans cette obscurité. Voilà, si vous voulez rajouter quelque chose, mes amis, avant de se séparer. Oui. Juste un mot, Rav. Oui. Je m'excuse d'avoir eu ce petit coup de téléphone intempestif, mais souvent, je m'intéresse au clin d'œil d'Hachem. Oui. Hachem nous a fait un clin d'œil. Ah oui. C'est un ami à moi qui s'appelle Yosef. Oui. Et Yosef, c'est le personnage de l'histoire qui a quelque part sauvé le peuple juif, le modèle de la rédemption. Il a été l'exemple même de l'être juif qui n'a pas voulu s'assimiler à l'Égypte et qui est devenu un Hébreu. Il est devenu un Hébreu quand ses ossements étaient emmenés. Voilà, on est juif en galoute et on est hébreu sur notre terre. En fin de compte, Dieu nous donne un petit peu le timing dans lequel nous devons suivre avec une émouna de feu le parcours que Dieu nous a donné, parce que c'est une nouvelle ouverture de la mer Rouge que nous attendons. Voilà. Pour les sages qui comprennent la situation dans laquelle on est au niveau, laissons le matériel moral où se trouve même Israël aujourd'hui. J'ai fait comme vous mon alia il y a 38 ans, et réellement, il faut que je me sois drôlement renforcé pour ne pas avoir perdu l'espoir et d'être blindé. Blindé parce que vous avez, vous comme d'autres, donné tous les éléments que nos grands maîtres dans l'histoire avaient donné de ce que seraient les temps messianiques. Et nous les vivons. Voilà, donc, merci beaucoup. De la mer Rouge n'est pas loin. Merci beaucoup, mes amis. On se retrouve dans pas longtemps. On se retrouvera au mois d'Elul parce que bon, on va y avoir une petite interruption maintenant. On va prendre un petit peu de repos à partir de Tisha B'Av. On se retrouve, on va préparer une date pour le mois d'Elul, d'accord? Hein? Bien sûr, bien sûr. Et on se retrouve. Et puis quand on n'aura plus de quoi manger, alors on se partagera une olive à 3, d'accord? D'accord. Rav, un couscous. Un couscous. Je pense que le couscous, il va bientôt disparaître. Mais enfin, on mangera du couscous quand même. Hein. Avec des kneidler. Merci beaucoup. Avec du gefilte fish. Avec du kneidler et des gefilte fish. Voilà. Merci pour vos excellents cours. Bravo. Non, merci à vous. Vous êtes des gens exceptionnels, des gens extraordinaires. Qu'Hachem vous garde et vous permette de continuer à transmettre des enseignements d'une telle force, d'une telle puissance. Et qu'il abrège les souffrances d'Israël. Et voilà. Et on rentre dans un grand tunnel maintenant. Mais ceux qui en sortiront auront droit à un bon couscous avec des kneidler. D'accord? Bonsoir. Merci. J'ai pas de mots pour vous remercier. Merci, à très bientôt, mes amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.